Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Nathalie Guibord et je suis conseillère en environnement et développement durable au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. En ce jour de la Terre, j'ai le plaisir de vous accueillir au nom du Cégep à ce premier webinaire intitulé Réduire votre empreinte environnementale, solutions concrètes. Notre conférence avait d'abord été planifiée au Théâtre des Deux-Rives, mais étant donné le confinement général qui sévit en raison de la propagation de la COVID-19, nous avons décidé de maintenir notre activité virtuellement. Je profite de l'occasion pour réitérer à la communauté collégiale qui nous écoute que le Cégep Saint-Jean est solidaire en ces moments difficiles. Nous sommes tous témoins du ralentissement économique actuel, des difficultés d'approvisionnement de certaines ressources essentielles vécues par notre gouvernement, des améliorations notables de la qualité de l'environnement constatées dernièrement, que ce soit par le retour de certaines espèces dans des milieux désertés ou par la diminution de certains gaz dans l'atmosphère. Ces éléments nous portent à réfléchir et de plus en plus de voix s'élèvent pour envisager une relance économique basée sur des valeurs différentes. Il semble que nous ayons l'occasion de faire les choses autrement. Certains journaux ont d'ailleurs comparé les mesures prises pour affronter la crise sanitaire actuelle et celles à entreprendre pour lutter contre les changements climatiques et diminuer la hausse des températures ambiantes. S'il est extrêmement malheureux que des changements amorcés présentement le soient au détriment de la qualité de vie de nombreux citoyens, nous pouvons espérer que certaines adaptations bénéfiques pour l'environnement perdureront. À titre d'exemple, le fait de tenir un webinaire nous permet de réduire les gaz à effet de serre qui auraient été générés par le transport des participants. Pendant le webinaire, si vous avez des interrogations, qu'elles soient d'ordre technique ou environnemental, vous pourrez communiquer avec nous en utilisant la foire aux questions. Pour les problèmes techniques, je serai appuyée par le service informatique du Cégep. Pour les autres questions, je vais répondre à quelques-unes par écrit en cours de conférence, mais la plupart le seront après la présentation, durant la période prévue entre midi et midi et demi. Malheureusement, vous ne pourrez pas parler en direct, donc nous ne pourrons que communiquer par la foire aux questions. Je ferai toutefois la lecture de vos questions de vive voix dès midi pour que notre conférencier puisse vous répondre et que tous les participants bénéficient des questions et réponses. Enfin, je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, Charles Thibodeau. Passionné des enjeux environnementaux, Charles est fondateur de la firme CT Consultant qui a pour mission d'accompagner les organisations dans leur démarche visant à abaisser les impacts environnementaux de leurs produits, services et bâtiments. Il possède plus de 12 ans d'expérience en analyse du cycle de vie et en génie environnemental. Il est aussi formateur à l'ETS Formation. C'est son entreprise qui a réalisé le bilan de l'empreinte carbone du Cégep Saint-Jean. Bien que la crise de la COVID-19 soulève beaucoup de questions sur des moyens qui étaient jusqu'à tout récemment promus pour la lutte au changement climatique, je tiens à vous aviser que la conférence actuelle n'entrera pas dans le détail de ces questions. Certaines pourraient être survolées, mais notre but aujourd'hui est de vous conseiller sur des solutions à mettre en œuvre à notre niveau pour réduire nos empreintes environnementales. Je cède dès à présent la parole à Charles. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette belle introduction. Donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour faire ce webinaire et vous présenter un ébauche de solutions, de pistes de solutions qui, pour vous, seraient accessibles, que vous pourriez mettre de l'avant pour réduire votre empreinte. Donc, allons-y avec la présentation PowerPoint qui va m'assister en termes de visuel pour tout au long de la présentation. Je tiens à dire que j'ai été très content de faire ce cégep, de faire le mandat pour le bilan GES pour le cégep à l'automne 2019. J'ai moi-même diplômé du cégep il y a quelques années. C'est un peu comme un retour aux sources. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je tiens à dire aussi que le PowerPoint sera rendu disponible sur le site du cégep après la présentation. D'entrée de jeu, je pense qu'il faut absolument ressouligner que les problèmes auxquels on fait face au niveau environnementaux, ils sont assez importants et on doit les réexpliquer pour être sûr que tout le monde embarque et va de l'avant. Premièrement, les changements climatiques, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental d'experts sur le climat nous dit qu'il faut absolument qu'on agisse si on veut respecter notre cible de 1,5 à 2 degrés qu'on s'est fixé à l'accord de Paris.
Il n'y a pas juste les changements climatiques qui sont importants, il y a aussi la biodiversité. Donc, autrement dit, on est en train de vivre présentement à l'échelle planétaire une chute drastique de la biodiversité, autrement dit, le nombre d'espèces et la diversité au sein des espèces. Il faut absolument qu'on agisse pour faire face aussi à ce problème-là. Les deux problèmes sont liés. Aujourd'hui, beaucoup dans la présentation, on parlait de carbone, d'émissions de gaz à effet de serre, mais ayez toujours en tête que les changements climatiques et la biodiversité sont vraiment les deux problèmes criants auxquels on doit s'attaquer. Pour représenter le défi auquel on fait face pour réduire nos gaz à effet de serre, pour atteindre nos objectifs de 1,5 ou 2 degrés, on peut se référer à ce rapport-là de l'ONU, le Emission Gap Report, qui en 2018 nous disait que si on continue tel quel, avec les engagements des différents pays, malheureusement, même si ces engagements-là sont bons, ce n'est pas assez pour atteindre notre cible de 2 degrés Celsius, de 1,5, parce qu'on se dirige à plus de 3 degrés. Donc, il y a une urgence d'agir si on veut atteindre nos cibles. Un petit récapitulatif, là, donc où est-ce qu'on se situe présentement? Donc, on parle de gaz à effet de serre. Juste un petit rappel pour que tout le monde nous suive. C'est quoi un gaz à effet de serre? C'est un gaz qu'on envoie dans l'atmosphère qui va agir comme un peu comme une espèce de manteau ou d'isolant qui va faire en sorte que les rayons du soleil vont arriver sur la Terre, mais vont avoir de la misère à repartir vers l'espace, vont rester emprisonnés. Ça va réchauffer la troposphère au niveau de l'air, au niveau de l'eau et engendrer toutes sortes de problèmes. Que je vais expliquer à l'instant. Les principaux gaz à effet de serre, à titre de rappel, le dioxyde de carbone, le plus important, le méthane, CH4 et l'oxyde nitreux, protoxyde d'azote. Les impacts des changements climatiques, il y en a beaucoup. Juste un petit survol rapide, vraiment au niveau alimentaire dans plusieurs pays. Manque d'eau, dégradation de l'air, problèmes de biodiversité, tout ça en lien avec des grands problèmes de santé publique qui ont déjà commencé et qui pourraient se poursuivre. Donc, il faut absolument agir. Un autre impact aussi qu'on parle des fois peu, mais surtout en contexte québécois, donc c'est celui de l'évaluation du niveau des mers. Donc, oui, ça va affecter la Floride, les Pays-Bas, beaucoup d'autres endroits dans le monde, mais pas juste eux, ça va affecter nous ici au Québec. Concrètement, vous pouvez aller sur le site Climate Central et voir que dans 50 ans, en 2070, l'élévation du niveau du fleuve va être telle que toutes les terres autour du lac Saint-Pierre vont être carrément inondées, donc non habitables. Même chose pour le quartier Limoilou dans la région de Québec, dans la ville de Québec, qui va être carrément sous le niveau de la mer. Alors, ça nous pousse à réfléchir. Des fois, c'est un peu théorique, les changements climatiques, mais quand on voit des images comme ça, moi, personnellement, je trouve que c'est très concret. On se doit de prendre acte et d'agir. Lorsqu'on veut justement prendre acte et agir, il faut faire premièrement une évaluation de notre impact. Puis comment est-ce qu'on fait ça, une évaluation? On se doit absolument d'avoir une approche que l'on dit cycle de vie. Ça veut dire qu'on doit considérer l'ensemble des étapes qui constituent la vie d'un produit. Alors, premièrement, on extrait des ressources de la terre, on va fabriquer le produit, on va le transporter jusqu'à un point de distribution, de vente. Après ça, on va utiliser le produit un certain nombre d'années avec de l'électricité, peut-être d'autres sources d'énergie. Il va y avoir une fin de vie à ce produit-là, puis finalement, il va y avoir idéalement un recyclage ou de la réutilisation du produit. Donc, lorsqu'on a en tête l'ensemble de ce cycle de vie-là, on peut se dire qu'à chacune des étapes, il y a des émissions. Donc, il faut considérer tout. Alors, des émissions sur quoi? Dans le cas qui nous concerne ici, on va s'attaquer juste aux gaz à effet de serre, les fameux gaz à effet de serre que j'ai nommés tantôt. Donc, si on fait la somme complète des gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle faire une empreinte carbone. Alors, dans le fond, c'est le sujet de la présentation aujourd'hui, l'empreinte carbone du Cégep et du Québécois moyen et des solutions par la suite. Pour mieux comprendre l'approche cycle de vie, je donne souvent l'exemple du transport en véhicule. Pour une moyenne au Québec de 9,7 litres par 100 km pour le véhicule, qu'est-ce qu'on a comme répartition des différents gaz à effet de serre? Premièrement, on a la combustion de l'essence. Ça, c'est évident. On brûle de l'essence dans les moteurs. On émet des gaz à effet de serre. Souvent, dans les calculateurs, c'est ce qui est indiqué comme chiffre. Mais si on a une perspective cycle de vie, on va aller plus loin que ça, puis on va dire, oui, c'est bien beau la combustion d'essence, mais il faut aussi produire l'essence. Oui, il faut produire l'essence, il faut la transporter. Si on veut se déplacer, ça prend aussi un véhicule, parce que si on n'a pas de véhicule,
ça va pas bien si on veut se transporter en véhicule. Donc, puis finalement, il faut l'entretenir, notre véhicule, sur son 10 ans, sur son 300 000 km environ. Et il faut aussi construire une route parce qu'une route, pas de véhicule, ça va pas bien. Donc, au total, si on prend l'ensemble du cycle de vie d'un déplacement, ben, on va considérer l'ensemble de ces contributeurs-là qui va finalement nous donner une vue beaucoup plus large, beaucoup plus complète et beaucoup plus pertinente lorsqu'on va évaluer l'impact environnemental d'un déplacement, par exemple. Donc, c'est vraiment cette approche-là, cette méthodologie-là qu'on a utilisée pour faire le bilan GES du Québec pour l'année 2018-2019. La première question qu'on s'est posée lorsqu'on a fait le bilan GES du Cégep, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on met dans notre périmètre d'analyse? Donc, on a vraiment essayé de ratisser le plus large possible pour être le plus exhaustif et finalement affirmer, voici, on a réalisé l'empreinte carbone du Cégep. Donc, premièrement, il y a l'énergie, tout ce qui est électricité, gaz naturel, l'essence dans la voiture du Cégep, la nourriture consommée par les étudiants, les enseignants à la cafétéria, au café étudiant et dans les résidences. Le transport que l'on fait à tous les jours pour se déplacer, pour venir au Cégep, mais aussi les activités scolaires et les vols à l'international. Et finalement, c'est tous les produits qui sont achetés par le Cégep. On pense rapidement à l'équipement informatique, mais il n'y a pas juste ça, les papiers d'impression, produits chimiques, l'eau, le papier hygiénique, le chlore pour la piscine, la liste est longue. Donc, tout ça a été considéré. Et finalement, les matières résiduelles aussi ont été comptabilisées à partir d'une étude de caractérisation. Donc, tout ça pourquoi? Pour fournir des services d'éducation à 3200 étudiants collégiaux réguliers et 2700 étudiants en formation continue. La méthode de calcul, donc, c'est assez simple. Une fois qu'on a le bon facteur que j'expliquais tantôt, ben, on l'utilise puis on a un bon bilan à la fin. Donc, quantité de ressources qu'on consomme par année, on multiplie ça par un facteur d'émission des gaz à effet de serre. Et finalement, nous donne les émissions de GES pour cette ressource-là. On fait ça pour l'ensemble des ressources, puis on a finalement notre bilan GES à la fin. Alors, je donne un exemple simple pour des écrans. Donc, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a acheté dans l'année 2018-2019 100 unités, donc 100 écrans. Si on multiplie ça par un facteur de 385 kg équivalent CO2 fourni par la base de données EcoInvent, ben, on a le total de 38 537 kg d'équivalent CO2. Alors, vous me suivez, c'est comme ça qu'on fait le bilan pour chacune des ressources. Alors, quels sont les fameux résultats? Là, sans plus t'attendre, pour le bilan total du Cégep, on a un montant ou une quantité de 8 531 tonnes d'équivalent CO2. Puis si on rapporte ça par le nombre d'usagers, 3 634 usagers, là, les étudiants, les profs, les employés, ben, ça nous donne 2,3 tonnes d'équivalent CO2 par usager. Donc, vous pouvez prendre ça en note, 2,3 tonnes, vous allez voir, on va faire une correspondance avec l'impact carbone du Québécois moyen tout à l'heure. Ce 2,3 tonnes-là, il vient d'où finalement? Alors, décomposons cette somme-là. Premièrement, bien, ça vient du transport. Donc, en grande partie, près de 77 vient du transport. Ensuite, c'est l'énergie avec un 17-18 de l'impact. Ensuite, la nourriture, 3,2 les produits divers, l'ensemble des produits, équipements informatiques, papier et autres, 1,9 relativement faible. Les matières résiduelles, on a 0,5 pour un total de 100 Donc, on voit là, que le transport domine, énergie, puis pourquoi tout ça? Bien, on va aller creuser davantage. Donc, le bilan transport, il est dominé par quoi? Peut-être qu'il y en a qui ont des idées. Bien, c'est surtout par les véhicules ou les déplacements quotidiens qui sont faits. Parce que sur la base d'un sondage réalisé auprès de la communauté du Cégep, on s'est rendu compte que 86 des usagers viennent au Cégep 5 fois par semaine. 89 des kilomètres sont parcourus par auto solo, puis il y a 33 kilomètres parcourus en moyenne aller-retour au Cégep. Donc, c'est quand même, on pourrait dire, relativement beaucoup. C'est ce qui explique là, la prépondérance des impacts liés au véhicule. Ensuite, il ne faut pas négliger que les représentants du Cégep font aussi des voyages à l'étranger, donc prennent l'avion. Alors, 7 des émissions de cette catégorie-là. Les émissions liées à l'autobus sont relativement faibles, 5 et finalement, tout le reste, le train, vélo, hébergement, 0,2 très, très faible. Alors, ça m'amène à ma première question quiz. Combien d'arbres
faut-il planter pour compenser les émissions de GES, gaz à effet de serre, d'une voiture qui roule pendant un mois? Une moyenne, là, sûrement québécoise, qui a été utilisée. Alors, vous avez 5 choix de réponse. A, 0,5 arbres. B, 2 arbres. C, 10 arbres. D, 50 arbres. E, 999 999 arbres. Alors, le concept, en 2 secondes, c'est juste de dire que si on émet des gaz à effet de serre en faisant rouler une voiture, on peut aussi planter des arbres qui, en grandissant, vont capter le CO2 de l'atmosphère et on pourrait dire annuler ou compenser les gaz à effet de serre qui ont été émis, par exemple, en roulant. Donc, la réponse, je vous la donne tantôt dans 15-20 minutes dans l'autre section de la présentation. Ensuite, on y va avec le bilan énergie. Énergie, donc pour chauffer le cégep, pour éclairer, pour alimenter les appareils. Qu'est-ce qu'on a? En grande partie, le gaz naturel. Donc, le gaz naturel, à chaque mètre cube de gaz naturel consommé pour chauffer l'air et l'eau, ben ça émet beaucoup de gaz à effet de serre qui, dans ce cas-là, correspond à 88% du bilan énergie. On a bien entendu l'électricité qui est relativement faible par rapport au gaz naturel. Pourquoi? Ben parce que l'électricité, oui, du réseau québécois est peu émettrice de gaz à effet de serre par rapport à d'autres sources d'électricité dans le monde. Puis finalement, le déneigement, paysagement, très faible, 1%. Au niveau de la nourriture maintenant, bien que le résultat est assez faible, 3%, on a surtout comme grand contributeur les viandes, une grande catégorie ici là, pour 37%. Les produits laitiers et les œufs, 24%. Les légumes, fruits, et 14%. Boissons et autres, 14%. Donc, si la moitié de ce score-là est dû au café consommé à chaque jour. Et les céréales, les viennoiseries, le pain, 10%, dis-je bien. Et les légumineuses, les noix, 0,4%. Très, très faible. Alors, on voit ici qu'il y a une tendance qui se dégage, que les produits animaux ont plus d'impact que les autres, bien que ça dépend de la quantité. On va parler de l'impact associé à chacune des viandes plus loin dans la présentation. Alors, ça m'amène à ma deuxième question quiz. Quel aliment protéiné engendre le plus de gaz à effet de serre? Pas facile. A, fruits de mer. B, le bœuf. C, le porc. D, l'agneau. Ou E, le poulet. Alors, prenez en note et tantôt, je vous donne la réponse. Bilan produits divers maintenant. Pour 2% du bilan, qu'est-ce qu'on a? Bien, en grande partie, on a l'équipement électronique, informatique, jusqu'à 76% de cet impact-là qui est attribuable à cette catégorie-là, ou cette sous-catégorie-là. Ensuite, on a l'eau potable consommée à chaque jour au cégep, 7,5%. Le papier hygiénique, 6,1%. Et les produits auxiliaires, l'ensemble des produits comme le chlore, les semences, paquet de produits qui ont été mis ensemble ici, 4%. Papier d'impression, 3,9%. Souvent, on pense que pour réduire notre empreinte carbone, il faut mettre notre accent sur l'impression recto-verso et tout. C'est une bonne chose à faire, mais dans l'ensemble, on peut voir que c'est relativement faible l'impact du seul papier. Finalement, savon et détergent, 2%. Ça m'amène à la troisième question quiz. Donc, il y en a juste 3. Alors, c'est la dernière. Combien de GES sont émis pour assister à ce webinaire? Car oui, il y a un impact lié aux vidéoconférences. Quel est-il? Donc, pour ces 90 minutes-là qui ont duré les vidéoconférences, A, 0,01 kg de gaz à effet de serre, B, 1,1 kg, C, 1,44 D, 5 ou E, 10 kg. Puis on va pouvoir mettre ça en relation avec le déplacement évité là, par les personnes pour venir, qui seraient venues au Théâtre des Deux-Rives. Donc, ça va être intéressant de montrer ça tantôt. Bilan matière résiduelle. Donc, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même un impact lié aux matières résiduelles, même si c'est seulement 0,5%. 0,5 qui est attribuable à quoi? Bien, en grande partie lié aux déchets ultimes. Pourquoi les déchets ultimes? C'est surtout, c'est pas à cause du plastique ni du métal, c'est surtout à cause des matières organiques, les matières qui se décomposent sans oxygène, avec du méthane et du dioxyde de carbone.
même s'il y a une partie qui est captée par les sites d'enfouissement, ben, il y en a une partie qui s'en va quand même dans l'atmosphère et contribue au changement climatique. Ensuite, on a la gestion des matières recyclables, le tri, le démantèlement de, par exemple, matières informatiques. On a ça ici. L'eau usée, 14 %. Il faut bien traiter cette eau usée-là à la station de traitement. Les RDD, résidus domestiques dangereux, comme les batteries et autres petites matières électroniques, substances dangereuses, on a 0,5 %. Et finalement, les résidus organiques, là, les matières organiques, 0,1 % pour ce qui est composté au cégep. Alors, en résumé, le bilan du cégep, ce que ça donne, c'est en grande partie le transport, l'énergie et mise ensemble, ça donne presque 95 % de l'impact. Donc, si dans les prochaines années, le cégep veut s'améliorer, selon moi, ben, il n'y a pas le choix qu'à de s'attaquer à ces deux secteurs-là grandement émetteurs. Charles, dans le fond, Oui. on constate que le cégep a amorcé des démarches pour réduire son empreinte environnementale. Est-ce que tu sais si ce mouvement est encore marginal ou si ça prend de l'ampleur dans la société québécoise ou ailleurs dans le monde? Bien, bonne question. Souvent, on se demande, est-ce que ça vaut la peine de s'engager? Est-ce que d'autres le font? Oui, absolument. Donc, le Cégep Saint-Jean a fait son empreinte carbone et va s'engager concrètement avec des gestes dans les futures années. C'est la même chose pour d'autres institutions, d'autres universités, d'autres cégeps qui ont aussi réalisé leur empreinte carbone ou carrément qui se sont engagés en signant une déclaration d'urgence climatique ou le pacte pour la transition de Dominique Champagne, Laure Wardell. Donc, concrètement, on en est là. Il y a beaucoup de villes, bien sûr, le gouvernement du Québec qui a un plan, le gouvernement fédéral. Donc, il y a beaucoup de bonnes intentions. Puis, je dirais que de plus en plus de joueurs commencent à poser des gestes concrets là, pour réduire leurs émissions. Alors, ben, c'est parfait. Donc, ça conclut la deuxième section, bilan GES du Cégep. Maintenant, sautons en celui du bilan GES du Québécois moyen. Je dis Québécois moyen parce qu'on veut ramasser là-dedans autant les ménages, les entreprises que le gouvernement. Alors ici, lorsqu'on parle de bilan GES du Québécois moyen, bien, on continue avec la même logique du cycle de vie, mais on prend une perspective pour consommation. Donc, ça veut dire que c'est l'impact sur le cycle de vie associé à tout ce qui est consommé, littéralement là, dans un panier d'épicerie, mais bien sûr l'énergie qu'on met dans nos voitures, dans nos maisons et autres. Donc, c'est tout ça qu'on considère. Autrement dit, on va se placer dans une perspective consommateur où tout ce que j'achète a un impact et non dans une logique production où peu importe si on le consomme, nous, ou c'est consommé ailleurs, c'est pris en considération ou pas. Donc, l'exemple le plus parlant, c'est par exemple celui d'une aluminerie qui, au Québec, fonctionne, crée beaucoup d'emplois. Donc, l'aluminerie crée beaucoup de gaz à effet de serre, comme les raffineries, les cimenteries, les grands émetteurs. Donc, tous les gaz à effet de serre qui sont attribués à une aluminerie, typiquement, sont dans le bilan du Québec parce qu'ils sont sur le territoire québécois. Mais cet aluminium-là n'est pas nécessairement consommé par le Québec, en grande partie exporté. Donc, lorsqu'on se place dans un bilan consommation, on va se dire qu'est-ce qui est vraiment consommé en termes d'aluminium par les consommateurs, les entreprises et les gouvernements et non ce qui est exporté. Mais bien sûr, on va tenir compte de l'importation des matières. Donc, tout ce qui est fait en Chine, c'est inclus. Alors, la référence que j'utilise ici, c'est vraiment celle de Dobson et Philoz qui, en 2017, ont fait ce portrait-là pour l'ensemble des provinces, territoires du Canada. Comme vous voyez sur ce graphique, donc il y a une différence assez notable entre les différentes provinces. La barre bleue foncée à gauche, c'est le bilan GES basé sur la production. Ce que je disais tantôt, le bilan officiel des différents gouvernements, ce qu'ils publient, c'est la production. Puis nous, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est la consommation. Donc, par citoyen, incluant les entreprises et le gouvernement, nous, au Québec, on est à 15 tonnes, assez bas par rapport à certaines autres provinces. Puis finalement, on se pose la question, mais ce 15 tonnes-là, il vient de où? Alors, c'est vraiment là, ce qui nous intéresse ici. Si on veut s'améliorer, il faut savoir là où ça compte. Alors, pour un bilan GES d'un Québécois de 15 tonnes au total, le poste d'impact le plus important, c'est celui des biens de consommation.
Et ici, les biens de consommation, ce qu'on veut dire avec cette catégorie-là, c'est celle de fabriquer les biens, de distribuer les biens, donc le transport, et aussi de vendre les biens dans les commerces. Donc, c'est vraiment l'ensemble des catégories. Il n'y a pas eu moyen d'être un peu plus précis que ça. Donc, l'étude donne les résultats par grande catégorie. Puis moi, j'ai essayé de les agréger un petit peu plus pour que ce soit plus facile là, de présenter les résultats. N'hésitez pas à aller consulter l'étude là, si vous êtes curieux. C'est assez intéressant de voir là, leur méthodologie qui, dans le fond, pour l'expliquer rapidement, c'est qu'ils ont pris les tables ou les matrices de flux économiques entre les différents secteurs de l'économie, puis ils ont attribué à ça des émissions de gaz à effet de serre par catégorie. En jumelant les deux matrices, on est capable de sortir les émissions par un consommateur selon les différentes catégories. Donc, on voit ici, biens de consommation, 41% du 15 tonnes. La construction et l'immobilier, donc construire des bâtiments, gérer des bâtiments au niveau commercial, institutionnel, industriel, 15%. Finalement, à côté, chauffage résidentiel, comme c'est assez important, donc ils l'ont mis dans une autre catégorie dans l'étude, 5%, donc surtout ceux qui chauffent au gaz naturel, mazout, s'il y en a certains, mais surtout le gaz naturel, c'est ici que ça joue. Transport des personnes, donc le fameux transport, là, il compte pour quoi? Ben, il compte pour 14% dans un bilan basé sur la consommation et non presque 40% dans un bilan de production comme on voit toujours au Québec. Le bilan de transport inclut les 4 grands moyens de transport, donc avion, auto, autobus, train, notamment. Donc, on va rentrer dans le détail un petit peu plus là, dans qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos impacts à chacun de ces grandes catégories-là. Ensuite, on a l'alimentation, puis jumelé aussi hébergement, mais c'est essentiellement l'alimentation. Donc, ce qu'on achète à l'épicerie, les restaurants sont là-dedans. 7% de l'impact. Souvent, on pense que l'alimentation, c'est très élevé, 20-30, il y en a même qui j'ai entendu dire qui pensaient que c'était 50%. Malheureusement, non, c'est beaucoup plus faible. Fait que ça permet de mettre en lumière là, ou à défaire certains mythes des fois qu'on entend. Autres services gouvernementaux, c'est surtout la fonction publique comme telle, tous les paliers de gouvernement, 7%. La collecte, la gestion des déchets, les différents services professionnels, là, avocats, ingénierie, architecture et toutes les autres, donc 3%, relativement faible. Ça nous amène finalement à des catégories où le score est aussi très faible. Donc, la production d'électricité au Québec, très, très faible. Et l'exploitation des ressources naturelles, 2%. Santé et éducation, 4%. Et finalement, la culture, le divertissement, on a 2%. Donc, avec tout ce portrait-là, on a notre 100%, on a tous les grands secteurs de l'économie dans une perspective de consommation. Alors, on pourrait se dire, bon, OK, mais là, on a les biens de consommation. Bien, il vient d'où cet impact-là au niveau des biens de consommation? Donc, l'étude n'en fait pas directement mention, mais on peut se rabattre sur l'Institut de la statistique du Québec qui publie des données sur comment dépensent les différents ménages. Donc, on peut voir que ce qui est attribuable aux biens de consommation, c'est, allons-y avec le pointeur, les dépenses courantes. Il faut aller voir exactement tout ce que ça comprend, l'ameublement, équipement ménager, les vêtements et accessoires et finalement les soins personnels. Donc, ces dépenses-là contribuent pour 41% avec toute la chaîne logistique, le transport et vente de notre impact. Donc, ensuite de ça, donc ça s'adresse pas mal le portrait bilan GES d'un Québécois moyen. Donc, on est rendu aux différentes solutions. Alors, c'est bien beau parler, d'avoir le diagnostic, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour réduire notre impact? Hiérarchie du potentiel de réduction. Donc, ici, je tiens à mentionner, avant de rentrer dans le concret, à donner plein de solutions, à dire que les solutions ne s'équivalent pas tous. Il y en a des solutions qui ont plus de potentiel de réduction des gaz à effet de serre que d'autres. Alors, évidemment, donc présentons cette hiérarchie-là. Premièrement, les réductions ou les pistes de solutions qui nous amènent à avoir une réduction à la source sont de loin préférables à toutes les autres. On coupe la
par exemple, une consommation, donc on réduit de beaucoup les impacts. C'est sûr que si on coupe un impact, on a un budget qui est dégagé grâce à ça, puis on l'investit dans d'autres choses de plus ou moins polluants, mais il faut aussi en tenir compte. Mais à la base, réduire à la source, on réduit nos impacts. Réorganiser. Réorganiser, ça veut dire repenser le système pour que j'ai moins besoin de ressources pour arriver au même résultat, à satisfaire la même fonction là, que moi, j'ai besoin, le citoyen. Transférer, c'est faire la même fonction, mais d'y arriver autrement. Par exemple, au lieu de prendre mon auto pour se rendre au travail, je prends l'autobus. Donc, il y a quand même un impact, mais qui est moindre. Donc, on va transférer à un moyen qui est à un moyen qui a moins d'impact. Puis finalement, améliorer, c'est celui de dire, j'ai pas le choix, je dois me déplacer avec ma voiture. Comment je peux faire pour que ma voiture, mon déplacement en voiture soit moindre? Donc, je peux, par exemple, faire du covoiturage ou changer pour une voiture moins consommatrice d'essence, par exemple, une voiture électrique, mais déjà hybride, on a un bon gain. On va voir ça tantôt d'ailleurs. Fait que voici les grandes catégories que je vous ai présentées. Alors aujourd'hui, on va focaliser sur les plus importantes, donc celles qui sont pas là, ombragées. Alors, commençons avec le plus important, les biens de consommation. Première question à se poser, en avez-vous vraiment besoin? Donc, je ne suis pas le premier à se poser cette question-là. Je le reprends, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Avant d'acheter un nouveau bien, un nouveau service, un nouveau bâtiment, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut s'arranger pour ne pas le consommer et s'arranger avec ce qu'on a? Question la plus pertinente. Ensuite, si j'ai déjà un bien, est-ce que je peux allonger le plus possible sa durée de vie? Donc, sur certains objets, par exemple l'équipement informatique, allonger la durée de vie, c'est hyper pertinent parce que environ la moitié, si ce n'est pas le 2/3 d'impact au Québec, puisque, par exemple, l'hydroélectricité qui nous amène à l'électricité émet peu de GES. Ça veut dire que pour nous, l'impact de construire un ordinateur comme il est devant vous, a beaucoup d'impact lié à la fabrication. Donc, allonger la durée de vie de tout le matériel informatique, c'est hyper pertinent pour réduire les impacts. Privilégier la réparation, évidemment, ça peut briser. Des fois aussi, il faut le mettre à jour. Donc, de changer un ou deux composants, c'est assurément plus une bonne chose que de s'en débarrasser. Considérer l'achat local, mais ne jamais oublier le mode de production. Donc, ici, je pourrais donner un exemple, il y a plein d'exemples possibles, mais j'ai fait un mandat pour un industriel qui fabriquait des pieux. Donc, lui, il fabrique des pieux pour fondation de bâtiments, de maisons. Puis, 60% de l'impact sur son cycle de vie, c'était la fabrication du pieu. Donc, l'extraction des matières premières, le transport, leur usine. À la sortie de l'usine, il y a déjà 60% de l'impact qui est fait. Donc, une entreprise qui créerait un pieu avec plus de matières recyclées que cette entreprise-là, en Ontario, par exemple, donc, aurait, par exemple, au lieu d'un 60%, aurait quelque chose comme un 30-40%, beaucoup moins d'impact dans sa production, mais il y aurait plus de distance à faire pour venir au Québec. Au final, ça serait quand même mieux. Donc, autrement dit, l'achat local, c'est bien, mais il faut s'assurer que ce qu'on achète a été fait avec la meilleure technologie possible, le maximum de contenu recyclé dans le bien, par exemple. Donc, jamais oublier ça. Procurer des biens usagés. Tout simplement, là, donc différents magasins là, qui permettent de faire ça ou en ligne pour éviter l'achat d'un bien neuf. C'est assurément une bonne chose. Se partager les biens. On voit ça de plus en plus, là, des plateformes qui permettent aux entreprises, aux citoyens de partager des biens. Entre voisins, on peut se partager des choses, que ce soit une tondeuse, une perceuse ou autre. C'est pas toujours applicable, mais dans bien des cas, ça peut l'être. Donc, pourquoi pas le faire. Évaluer fonction versus possession. Donc ici, c'est pour rappeler qu'il existe de plus en plus des entreprises qui offrent des services et non de vendre des biens. Ce que ça fait, ça, c'est qu'au lieu de vendre un bien, puis que l'entreprise s'en détache un peu et ramène un peu l'impact environnemental
au citoyen qui doit l'utiliser. Puis si jamais ça ne marche plus, c'est à être réparé, c'est difficile, ben, il va tout simplement s'en débarrasser. Donc, c'est une économie très linéaire. Vendre une fonction ou un service, ça permet que c'est l'entreprise qui est toujours propriétaire du bien et qui permet donc d'optimiser le fonctionnement de ce bien-là. Pour vous donner un exemple, parce que ça existe, des entreprises qui fonctionnent comme ça, on a Michelin qui, en Europe, offre ce service-là de louer. Donc, ils chargent au kilomètre parcouru des pneus pour des flottes de camions. Alors, les pneus appartiennent toujours à Michelin pendant toute la durée de vie. Michelin vend donc des kilomètres et une performance associée à ces différents kilomètres-là, comme quoi le pneu va avoir une certaine durée de vie minimum, qu'il y aura un certain niveau de crevaison. Donc, Michelin a tout avantage à avoir le meilleur pneu au monde pour s'éviter des réparations et ensuite reprendre le pneu. Donc, on change carrément le focus de l'économie lorsque c'est l'entreprise qui en reste propriétaire et qui est redevable de la performance du produit. Alors, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres entreprises, surtout en Europe, mais de plus en plus au Québec, qui fonctionnent comme ça. J'ai eu la chance d'accompagner 3 entreprises l'année dernière qui se posaient des questions. Est-ce qu'on doit changer notre modèle d'affaires? Donc, soyez à l'affût de ça, d'entreprises qui peuvent vous permettre d'avoir un service versus d'acheter un bien. Ensuite, pour ce qui est de la construction et du chauffage, on peut se poser une question très similaire que tantôt. Avez-vous vraiment besoin de toute cette surface de plancher si vous achetez une nouvelle maison? Il y a beaucoup de statistiques qui démontrent qu'il y a une plus grande efficacité énergétique dans notre maison. Autrement dit, par mètre carré, le ménage moyen consomme moins d'énergie qu'avant. Donc, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, la surface bâtie, elle, augmente toujours, même augmente plus que les gains d'efficacité. Alors là, on pourrait dire en absolu, on n'est pas du tout gagnant. Donc, de se questionner, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette surface-là? Comment est-ce qu'on fait pour toujours adapter le plus possible notre maison pour consommer moins d'électricité et consommer moins de matériaux? C'est assurément la bonne question à se poser en partant. Ensuite, parce que bien évidemment, on est en hiver. En hiver au Québec, il faut qu'on chauffe. Bien, l'idée, c'est d'avoir un chauffage qui est électrique. Ça, on n'en démarre pas. L'électricité est de loin moins polluante que le gaz naturel. Puis performant, c'est d'avoir un système d'aérothermie ou géothermie. On augmente la performance de notre consommation électrique d'un facteur 3 ou 4. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Choisir des matériaux qui ont une faible empreinte sur le cycle de vie. Donc, on est dans le contexte résidentiel, on veut se construire une maison, on veut faire une rénovation. Donc, les matériaux n'ont pas tous la même empreinte. Donc, pour produire le matériau, comme je parlais tantôt, de l'acier pour faire des pieux, c'est pas la même chose que du béton. Puis notre structure de bâtiment, si on la met en bois, elle n'aura pas le même impact que si on la met en acier ou dans d'autres matériaux. Donc, posez-vous des questions, savoir quel matériau a la plus faible empreinte. Il y a de plus en plus d'informations qui sont publiées par les différents fabricants. Vous pouvez questionner votre détaillant là-dessus. Il existe de plus en plus de déclarations environnementales de produits ou des analyses du cycle de vie qui font le bilan de chaque matériau au niveau environnemental. Puis, on peut faire comme ça des meilleurs choix puis réduire notre impact. Optez pour des quartiers à plus forte densité. Donc, en ayant des maisons qui sont plus rapprochées les unes des autres qu'une maison unifamiliale avec son grand terrain autour, bien, de un, on va être plus efficace au niveau de l'énergie parce qu'on a notre voisin qui est collé sur nous. Puis en plus de ça, pour le déploiement de tous les services, tout ce qui est électricité, Internet, aqueduc, égout, bien, on va utiliser moins de matériaux pour transporter le service comme tel versus que si le quartier est très étendu. Donc, toujours une bonne chose de densifier. Puis, au niveau transport aussi, un très gros impact à densifier les quartiers. C'est vraiment très positif. Bien équilibrer la quantité de fenêtres et d'isolation. C'est un cas assez précis, là, mais si jamais vous construisez une nouvelle maison, c'est bien d'avoir une certaine quantité de fenêtres, évidemment. Là, on ne veut pas vivre dans un bâtiment où on n'aurait aucune fenêtre, ça serait invivable, mais il ne faut pas en mettre trop non plus. Ou quand vous avez à construire, par exemple, un immeuble commercial, puis vous voyez des grandes vitrines à pu finir, bien ça, c'est malheureusement une aberration au niveau environnemental. Pourquoi? Bien parce qu'une fenêtre, ça a une efficacité énergétique très, très faible. Ça a un R de 4, 5, ça, c'est dans les meilleures fenêtres. Donc, la chaleur, elle passe carrément au travers versus un mur ou un R20, un R30. Donc, une beaucoup meilleure isolation. Même chose au niveau de l'isolation.
c'est bien de bien isoler sa maison, de bien isoler ce qu'on construit, mais ce n'est pas une bonne idée aussi de trop isoler. Il existe un optimal au niveau de l'isolation. Donc, des lignes directrices là, pour essayer de vous guider, pour faire des meilleurs choix et réduire votre impact. Tout ce qui était là, donc à l'achat et construction de nouvelles maisons. Maintenant, au quotidien, si on veut s'attaquer plus au chauffage, climatisation, mais ce qu'on peut faire, c'est réduire le chauffage en hiver, surtout lors de la nuit et des absences. On peut avoir un système programmable qui dit qu'à telle heure, par exemple à 10 ou 11 heures, on baisse le chauffage à, par exemple, 15 degrés. Donc, c'est vraiment une mesure relativement simple qui ne change pas notre confort et qui permet de réduire notre consommation. Réduire la consommation d'eau chaude, bain, douche, laveuse, au niveau des fréquences, au niveau des quantités, ça peut être fait aussi. Réduire l'utilisation des appareils énergivores. Donc, qu'est-ce qui consomme beaucoup d'électricité dans notre maison? C'est quoi? Sécheuse, four et autres. Des fois, il y a moyen de remplacer, moins utiliser ces appareils-là. On peut réduire là, notre consommation. Finalement, se doter d'appareils éco-énergétiques. Donc, les appareils qui vont consommer moins d'électricité. Alors, il existe les labels Energy Star, puis il y en existe peut-être d'autres qui nous permettent faire un choix éclairé et de réduire à la source la consommation d'énergie pendant l'ensemble de la vie de l'appareil. Après ça, on arrive au transport. Bon, le transport, un grand sujet de débat. Qu'est-ce qu'on en est? Donc, voici les grandes lignes, puis après ça, on y reviendra sûrement à la période des questions. J'attends des questions là-dessus, c'est sûr. Évaluer l'option du télétravail. Aujourd'hui, on fait une vidéoconférence, donc on ne se déplace pas, on reste à la maison. Puis, on a le contenu qu'on voulait. Donc, c'est assurément une bonne chose de faire du télétravail, de la télé-étude ou téléenseignement. Il faut l'évaluer. C'est peut-être pas donné à tout le monde, évidemment, certains métiers où c'est impossible. Mais si c'est possible, pourquoi pas l'envisager? On réduit à la source les émissions parce qu'on ne se déplace pas. Même si tantôt, on va le voir, il y a un impact là, aux vidéoconférences et à Internet. Habiter près de son lieu de travail ou d'enseignement. Donc, évidemment, si j'habite près de mon lieu de travail, bien, je vais avoir moins à me déplacer. Je vais peut-être plus facilement me tourner vers le transport actif. Donc, en termes d'échelle de priorité, le transport actif est de loin supérieur au transport en commun et le transport en commun supérieur à la voiture. Donc, toujours avoir ça en tête. Je vais monter un beau graphique là-dessus par la suite. Évaluer la faisabilité du covoiturage. Donc, si c'est possible pour vous, 1 à 5 fois par semaine, si vous devez vous déplacer avec voiture, bien, pourquoi pas le faire avec un collègue de bureau, un collègue du cégep. Donc, les possibilités sont grandes. Il existe même des plateformes qui associent des gens qui ne se connaissaient pas vraiment, mais qui vivent dans le même quartier, qui vont au même endroit tous les jours pour favoriser le covoiturage, réduire les coûts, réduire l'impact sur l'environnement. Finalement, un sujet un peu tabou, c'est l'avion. Donc, avez-vous vraiment besoin d'aller à l'étranger? Que ce soit pour les affaires, un scientifique qui fait des conférences ou le travail ou les vacances, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à l'étranger? Comme on va le voir tantôt, l'avion a un très grand impact, surtout parce qu'il y a beaucoup de kilomètres qui sont parcourus. Et c'est ça. Donc, même si l'efficacité énergétique des avions s'améliore d'année en année, malheureusement, ça ne compense pas du tout l'accroissement du volume de gens qui se déplacent par avion à chaque année. Donc, ça ne nous aide pas là, au niveau du bilan gaz à effet de serre. Ouais. Dans le fond, Charles, est-ce que, dans le fond, tu sais, je t'entends parler des transports différents qu'on pourrait utiliser. Moi, quelque chose que j'entends souvent, c'est que les gens n'ont pas accès à un transport en commun efficace. Tu sais, souvent, pour se déplacer, il faut absolument qu'ils utilisent leur voiture. Le vélo, c'est beau, là, mais l'hiver, avec les trajets longue distance, tu sais, les gens reviennent toujours à leur voiture. As-tu des idées pour réduire vraiment la dépendance qu'on a envers nos voitures? Ben, c'est une très bonne question. C'est la question là, que beaucoup se posent. Bon, évidemment, il n'y a pas une réponse qui serait universelle, qui serait applicable à tout le monde. La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer? Autrement dit, de revenir avec l'idée de télétravail, téléenseignement, est-ce que c'est envisageable? Des fois, ce ne sera pas tout pour toute l'année, mais peut-être qu'il y a moyen de faire des gains et réduire le nombre de jours par semaine que j'ai à me déplacer avec ma voiture. Ensuite,
on peut très bien se dire, OK, j'ai besoin d'une voiture, mais quand il fait beau l'été, pourquoi je ne me déplacerais pas en vélo? Ça pourrait être un vélo électrique, ça peut être un moyen de transport qui consomme moins comme un scooter, une moto. Il y a plusieurs alternatives à une auto qui est gigantesque pour avoir une seule personne dedans. Donc, d'avoir une solution qui fait pour tous les jours de l'année, c'est peut-être pas la bonne approche. Ce serait mieux d'utiliser ce que Équiterre disait dans ses campagnes de sensibilisation, d'avoir un cocktail transport, de penser à quel est le bon moyen de transport pour me déplacer aujourd'hui ou dans la prochaine semaine, mais de ne pas y aller du mur à mur à dire, ben, moi, c'est l'auto tout le long. Donc, il y a moyen de s'améliorer de façon plus flexible. Évidemment, après ça, on tombe avec, si les autres solutions avant que j'ai dit ne sont pas disponibles, on peut y aller avec le covoiturage. On réduit quand même nos impacts substantiellement si on est 2 ou 3 dans la voiture. Puis finalement, si on ne peut pas, ben, c'est d'opter pour une voiture qui est plus petite, qui va consommer moins d'essence, peut-être même une voiture électrique. Là. Ça, c'est quand même pas donné, une voiture électrique, mais de plus en plus, avec les subventions gouvernementales, c'est quand même plus abordable. Fait que c'est vraiment ce que je pourrais répondre de mieux, là, selon mon expérience, selon mes compétences. Fait que, on y reviendra à la période de questions, là, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça. Donc, merci Nathalie. Finalement, donc, vous donnez un exemple là, pour mettre vraiment des chiffres. Qu'est-ce que ça dit? Pour pas juste dire, ouais, la voiture, c'est pas bon, mais donnons des chiffres. Donc, pour un déplacement de 20 km, là, pour une personne, c'est vraiment là, une personne, une voiture qui consomme 9,7 litres au 1000 km, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est assez clair comme résultat que la voiture individuelle ici nous émet pour ce déplacement-là 8 kg de gaz à effet de serre. Si on tombe tout de suite avec une voiture hybride, on est à 3. Vraiment, on a réduit de moitié, même plus. Si on opte pour l'autobus, qui est alimenté au diesel, ben là, on réduit encore plus nos impacts. On est dans un facteur 4 par rapport à notre voiture à essence. Si on y va avec le véhicule électrique, donc on réduit, on est à peu près autant que l'autobus diesel. Si on a la chance de prendre le train, là, pour ceux qui restent près des trains de banlieue, qui ont à se déplacer dans cette direction-là, ben, on réduit encore plus par rapport aux 4 autres options. Puis si on a la chance de prendre le vélo ou le train électrique, ben là, on est vraiment dans les réductions intenses par rapport à la voiture ici qu'on avait au départ. Ce serait intéressant aussi d'avoir le vélo électrique. Là. Malheureusement, la base de données EcoInvent ne l'a pas, mais ce serait sûrement moyen de trouver la réponse. On aurait sûrement un double ou un triple d'impact que le vélo ici. Donc, des fois, pour certaines personnes, le vélo électrique permet de faire vraiment la solution parce qu'il permet de faire des grandes distances. Donc, vraiment, là, au cas par cas, il faut se poser la question si on peut y arriver, comment. Ce n'est pas les solutions qui sont les mêmes pour tous. Ensuite de ça, j'ai parlé tantôt de l'avion. Qu'est-ce que ça donne? On va vous donner un exemple. Un déplacement à Montréal-Paris. C'est relativement à courte distance quand on sait qu'on peut faire le monde en avion. Donc, un aller-retour pour une personne. Un aller-retour à Montréal-Paris, c'est 11 000 km. 11 000 km, si on applique un facteur de 0,22 kg équivalent CO2 par personne kilomètre, ça nous donne 2,42 tonnes équivalent CO2. Donc, c'est substantiel. Vous vous rappelez tantôt le 15 tonnes du Québécois moyen. Ben là, on a déjà 15 % de notre bilan juste pour un seul déplacement, aller à Paris et revenir. Donc, c'est pour ça que souvent on dit l'avion, faites attention, est-ce que c'est vraiment essentiel de se déplacer? Vous voyez ici les chiffres associés au déplacement. Bon, maintenant, j'arrive aux réponses pour les quiz. On commence avec le quiz numéro 3. Finalement, c'est quoi l'impact en termes de gaz à effet de serre d'assister à ce webinaire? Autrement dit, être connecté pendant 90 minutes et écouter le contenu que je vous livre. Eh bien, selon cette belle référence, là, un reportage audio sur Radio-Canada la semaine dernière nous apprenait que c'est 1,44 kg d'équivalent CO2 qui est émis pour assister à ce webinaire. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que
Si vous aviez à faire 3,5 km en voiture, aller-retour pour venir ici, pour venir au cégep, au théâtre des Deux-Rives, ce qui aurait été dit, ça aurait été au même résultat. Donc, pour toutes les personnes qui auraient été plus loin et qui seraient à voyager en voiture, le webinaire a moins d'impact. Alors, c'est intéressant là, de mettre ça en perspective. Souvent, c'est un peu flou, là, Internet, mais derrière Internet, il y a beaucoup de matériel informatique et il y a une grande consommation d'énergie pour faire rouler les serveurs. C'est ce qui amène un tel impact. N'hésitez pas à écouter le reportage là, ici, on apprenait entre autres que donc 1 minute de vidéoconférence émet 16 grammes équivalent CO2. Un courriel émet entre 4 et 50 grammes selon la taille de la pièce jointe. Un texto ou 1 minute d'appel, c'est 0,01 grammes que ça l'émet. Donc, vraiment, là, des chiffres qui parlent et qui nous permettent de dire c'est pas négligeable. Donc, autrement dit, si jamais vous avez à faire absolument un appel vidéoconférence, on peut commencer, par exemple, l'appel en voyant la personne, on fait le début de l'appel, puis après ça, on éteint notre caméra, puis on réduit de beaucoup l'impact. Parce que c'est surtout l'image, la quantité de données qui transige qui est responsable de l'impact. Donc, c'était le quiz numéro 3. Alors maintenant, on revient à nos solutions pour l'alimentation. Vous vous souvenez, tantôt, je vous ai parlé des produits animaux qui étaient responsables du plus gros de l'impact. C'est pas mal ce qui guide nos recommandations pour réduire notre impact. Donc, premièrement, manger plus de repas sans viande. Par exemple, à la cafétéria du cégep, on a le lundi sans viande. Si je me souviens bien, il y a une couple de fois par année où il y a toujours un menu végétarien puis un menu avec viande. Donc, ça permet de réduire à la source ce qui est le plus émetteur de GES. Les autres aliments ont aussi des impacts, mais beaucoup moins par rapport aux viandes. Puis toutes les viandes ne sont pas pareilles. On va le voir à la prochaine diapo. Réduire ses portions de viande. Selon plusieurs statistiques, les citoyens québécois, canadiens et américains mangent trop de viande, mangent trop en général par rapport à ce qui est recommandé pour leur corps. Donc, que juste réduire ses portions, on réduit évidemment à la source ses impacts. Réduire ses portions d'autres produits animaux, lait, fromage, yogourt et autres, car il y en a quand même aussi beaucoup d'impact associés à ces produits-là. Éviter le gaspillage alimentaire. Donc, c'est le plus efficace à bien gérer son frigo avec ses achats qu'on peut faire à l'épicerie, pas trop acheter. Une panoplie de stratégies qui peuvent être faites pour éviter le gaspillage alimentaire. Là, je ne rentre pas dans le détail, mais de revenir avec l'idée qu'il ne faut pas gaspiller ici, c'est assurément essentiel. Considérer les produits locaux tout en ayant en tête le mode de production. Et finalement, privilégier les aliments biologiques. Donc, ici, c'est de revenir avec le fait que souvent, on dit il faut absolument qu'on achète local. On achète du fermier du coin parce qu'il est à côté, je connais la personne, je réduis mon impact. C'est vrai puis c'est pas vrai. Ça dépend beaucoup de comment il va produire cet aliment-là, ce légume-là, ce fruit-là. L'exemple le plus parlant, le plus significatif comme ça, c'est celui de la tomate. La tomate en serre à droite ou la tomate en champ à gauche. Donc ici, là, on a un cas où on a une tomate qui pousse en champ en Floride, puis on a des tomates en serre au Québec. On pourrait se dire, laquelle est le mieux? Parce qu'une tomate en serre au Québec, c'est local, donc ça devrait être mieux. Mais la serre, elle est alimentée comment pour son chauffage? L'hiver, évidemment, parce que l'été, il n'y a pas de chauffage. Donc, si elle est alimentée à partir de mazout, ce qui peut souvent arriver, mais c'est vraiment très néfaste au niveau de l'empreinte carbone. Si elle est alimentée au gaz naturel, ce n'est pas super bon. Mais si elle est alimentée à la biomasse ou des sources d'énergie renouvelables, là, on a vraiment un empreinte carbone vraiment réduit. Donc, ayez toujours en tête comment est produit notre aliment ou notre bien, c'est aussi important, si ce n'est pas plus que la distance de transport parcourue pour arriver à votre assiette. Il y avait une étude américaine là, qui démontrait assez clairement les gains associés à la consommation de la viande. Donc, si quelqu'un qui aime beaucoup les viandes, 3,3 tonnes de CO2 équivalent par personne par année. Quelqu'un qui est végétalien,
1,5. Donc, on réduit du double nos impacts avec une alimentation où il n'y a aucun produit animaux. Puis, on a toute la panoplie. Alors, vraiment de réduire la viande, réduire les produits animaux, ça nous permet de réduire nos impacts. Alors, ça nous amène à la question quiz numéro 2. Quel aliment protéiné engendre le plus de GES? Est-ce que c'était les fruits de mer, bœuf, porc, agneau ou poulet? Alors, c'est dommage de ne pas pouvoir vous entendre ou d'avoir le résultat d'un sondage en ligne. La prochaine fois, on va faire ça. Voici les réponses. Alors, vous voyez que par kilogramme de produit, l'agneau est le grand gagnant, malheureusement, avec 25,6 kg d'équivalent CO2 par kilogramme de produit. Pensez-y, à chaque kilogramme que vous mangez, il y en a 25 qui s'en va dans l'atmosphère. Au niveau du bœuf, ben, c'est presque 22. Puis après ça, ça diminue drastiquement avec les fruits de mer, un petit peu moins cuites, fromage, porc, poisson, 3,5, poulet, 1,9. Donc, le poulet et la viande, on pourrait dire plus classique, qui a l'impact carbone le plus faible. Bien entendu, ici, on parle d'une production, on pourrait dire traditionnelle. On ne rentre pas dans le bio ou dans l'élevage traditionnel. Donc, autrement dit, il y aurait des nuances à apporter avec une production très spécifique, un type de production spécifique, mais en général, c'est ce que ça donne comme résultat. Puis finalement, les légumineuses se retrouvent ici au bas avec moins de 1 kg par kilogramme de produit. Alors, assez parlant là, comme graphique, ça peut vraiment nous aider à faire des choix si on veut réduire notre empreinte carbone. Par rapport à tout ça, Charles, dans la culture québécoise, dans le fond, la plupart des gens mangent de la viande depuis leur enfance. Plusieurs personnes ne savent pas par où commencer pour changer leurs habitudes alimentaires à ce niveau-là. Est-ce que tu aurais des ressources à recommander pour nous informer ou des trucs pour nous aider à modifier notre alimentation riche en viande? Ben oui, j'ai des idées. J'espère que ça pourrait vous aider parce qu'évidemment, manger de la viande ou l'alimentation, c'est très, très culturel, puis ça fait beaucoup partie de notre identité. Donc, dire au monde ouais, mais c'est pas bon de manger ça, souvent ils se sentent jugés, attaqués, puis c'est vraiment difficile, c'est vraiment délicat comme question. Mais pour quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut réduire son alimentation qui est riche en viande, la première des recommandations, c'est d'y aller graduellement. Donc, ce ne sera pas du jour au lendemain que vous allez devenir végétarien, végétalien. C'est pas grave, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'instaurer tranquillement des nouvelles habitudes qui permettent de bien manger, parce que c'est ça le but au bout de la ligne, à être en santé puis aimer ce qu'on mange. Donc, y aller graduellement. Ensuite de ça, je dirais de réduire la consommation d'agneau et de bœuf qui sont au moins 3 fois plus émetteurs que les fruits de mer, 4 fois plus que le fromage. Donc, on a ici un ordre de grandeur qui nous dit est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à consommer ces deux viandes-là versus les autres, comme le poulet qui émet 20 fois, 10 on pourrait dire 10 fois moins que le bœuf. Donc, c'est la première question à se poser. Ensuite de ça, il y a l'ensemble des panoplies là, de fausses viandes disponibles de plus en plus à l'épicerie. Je vois l'étalage qui grossit, on pourrait dire d'année en année. Là, 5 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, il commence à avoir plusieurs choix. Pour plusieurs personnes, le fait que ça ressemble à de la viande, puis ça n'a pas le même goût, évidemment, là, mais ça peut être acceptable, puis on agrémente ça avec une sauce qui, on pourrait dire, compense le goût qu'on était habitué d'avoir. Puis je tiens à dire aussi qu'il y a de plus en plus de recettes qui sont disponibles sur Internet, des livres qui donnent des recettes végétariennes, puis sûrement végétaliennes, là, que je connais un peu moins. Moi, je suis pas mal végétarien, donc c'est un peu plus que ce que je connais. Puis il y a des recettes qui sont tellement bonnes qu'on en oublie qu'il n'y a pas de viande dedans. C'est à ce point-là. Je donne souvent comme exemple la recette de pain de noix. Donc, c'est un mélange d'œufs, de tomates puis de noix, une variété de noix qu'on broie tout ensemble, on mélange ça, puis au lieu de faire un pain de viande, mais ça fait un pain de noix, puis c'est tellement bon qu'on ne s'ennuie pas du tout de la viande. Je suis allé fouiller un peu sur Internet, puis j'ai vu que Ricardo avait sa section végétarien. Il y a même une section zéro gaspillage pour essayer de vider notre frigo.
Ça, c'est un seul site que j'ai consulté. Il y en existe sûrement plusieurs qui nous donnent des trucs sur comment arriver à remplacer sa viande par d'autres sources, par exemple les légumineuses, donc les fèves, le tofu, les lentilles. Donc, c'est ça. C'est quand même un gros changement qui peut être demandé pour certaines personnes. Certaines personnes vont faire le choix carrément de ne pas s'attaquer à ça, puis ils vont vouloir plus travailler sur le transport ou l'énergie. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment réduire ses émissions de GS liées à ses aliments, c'est d'avoir une réflexion pour réduire la consommation de certains produits carrément ou des fois de réduire ses portions. Fait que merci pour la question, Nathalie. Enchaînons avec la dernière catégorie, qui est celle des déchets services professionnels. Donc, surtout ici, je vais me concentrer là, sur la gestion des déchets. Donc, acheter des produits en vrac, c'est sûrement une bonne chose, à condition de réutiliser souvent nos contenants pour transporter ces produits-là. Parce que souvent, ces contenants-là, ils vont être en verre ou en plastique plus épais, donc à produire plus polluant. Donc, si on les réutilise beaucoup, c'est un peu le même cas avec le sac d'épicerie, le fameux débat sur le sac jetable ou réutilisable. C'est bien réutilisable, mais il faut l'utiliser souvent, des dizaines, des centaines de fois pour que ça redevienne encore mieux pour l'environnement. Acheter des aliments non emballés, donc c'est assurément une bonne chose, bien qu'il ne faut pas favoriser le gaspillage. Donc, autrement dit, si c'est bien consommé vite puis qu'on ne le gaspille pas dans notre frigo parce que ce n'était pas emballé, c'est parfait. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais si on choisit un aliment qui n'est pas emballé, on l'oublie un peu dans notre frigo, finalement, on le jette, mais là, c'est pire que s'il avait été emballé. Parce qu'il faut toujours se souvenir, là, la règle du pouce, c'est que l'emballage correspond à peu près entre 5 et 10 de l'impact de tout le produit. C'est bien de réduire l'emballage, mais il ne faut pas y aller au détriment du produit lui-même qu'on consomme, qui est l'essentiel de l'impact. Ensuite, faire le tri des matières, recyclage et compostage. C'est assurément une bonne chose. Donc, je n'ai parlé tantôt, le contenu recyclé du pieu en acier que j'ai eu la chance d'étudier, ça réduit beaucoup les impacts. Surtout tout ce qui est métaux, là, vraiment un impact incroyable. Donc, n'hésitez pas à recycler ces matières-là, mais ça vaut la peine aussi pour les autres matières, même si on l'a vu dans les médias dans les dernières années, les centres de tri éprouvent des difficultés à écouler les matières. Oui, mais tant qu'à moi, c'est vraiment un problème, on pourrait dire, structurel qui va se régler si tous les joueurs se mettent ensemble pour faire circuler les matières, plus au niveau local ou au niveau grand régional, je dirais. Donc, ça va bien aller. Puis ça m'amène à parler du dernier point qui est souvent on se dit ouais, mais là, je ne sais pas si c'est compostable parce que cette matière-là, c'est plastique numéro 7, mais là, le 7, il est compostable, il est recyclage, je le mets-tu aux poubelles? Des fois, on ne sait plus trop où se fier, à quoi se référer. N'hésitez pas à aller sur le site Internet de Recyc Québec, là, aller voir l'application Ça va où? Donc, autant sur Internet que sur votre téléphone portable, on peut savoir en indiquant notre code postal et le type de matière, il va où? Il va-tu dans le bac vert, bac brun ou dans la poubelle? C'est assez intéressant. Là, je l'ai moi-même utilisé à quelques reprises, puis ça nous donne des résultats clairs. Donc, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, puis on ne se sent pas coupable de faire l'envoyer au mauvais endroit. Finalement, on arrive avec notre dernière question quiz. Combien d'arbres faut-il planter pour compenser les émissions de GS d'une voiture qui roule pendant un mois? Alors, à vos crayons, la réponse est 2 arbres. Donc, vous le voyez ici dans l'illustration, 2 arbres. C'est sûr que c'est une moyenne des voitures québécoises. Il faudrait aller voir sur leur site à eux qui ont calculé ça. Donc, autrement dit, ça donne un ordre de grandeur là, que si je roule à l'année, là, on parle plus de 12 fois 2, 24 arbres. Donc, ça commence à se multiplier. Vous voyez en bas les différents organismes qui nous permettent de faire de la compensation carbone, autrement dit, faire des projets qui réduisent à la source les gaz à effet de serre ou planter des arbres. Qui ont différents prix, mais je dirais qu'il y en a qui vendent des arbres à 4 piastres l'arbre. Des fois, ça monte jusqu'à 7 piastres, puis tu dois avoir toutes sortes d'intervalles. En général, donc, ça revient à 30 $ la tonne. Ce qui coûte pour compenser nos émissions d'émissions de carbone. Alors, si on veut compenser les émissions de toute notre année de vie à une personne, puis on a 15 tonnes en moyenne, on pourrait compenser en faisant 15 fois 30, ça donne 450. Donc, en faisant 450 $, en donnant un organisme qui va planter des arbres, on arrive qu'à compenser nos émissions pour notre année.
Puis ensuite, ben, il faut absolument que je parle des pistes de solutions collectives parce que nous, comme citoyens, on a un certain rayon d'action, comme vous voyez ici. On peut changer ce qu'on mange, un peu comment on gère notre énergie dans notre maison, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a moins facilement changé. Par exemple, le fait de ne pas utiliser notre voiture, dans certains cas, c'est juste pas possible. Pourquoi? Pas parce qu'on ne veut pas prendre le transport en commun, c'est juste parce qu'il n'est pas efficace. Puis même chose pour l'électricité qu'on consomme ou l'intensité carbonique des objets qu'on achète. On n'a juste pas de prise là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on fait collectivement? Donc, on peut mettre notre chapeau de citoyen engagé et se dire qu'on peut mettre de la pression sur les différents producteurs ou notre détaillant pour lui dire, moi, je veux acheter un produit qui émet moins de gaz à effet de serre. Peux-tu m'amener la preuve? On peut aussi appuyer des organismes, des organisations qui sont engagées en environnement, qui, eux, vont demander au gouvernement, aux grandes entreprises de faire des changements dans leur façon de production, dans les politiques publiques pour augmenter le transport en commun qui dessert moins bien certains secteurs dans toutes les régions du Québec. Puis faire entendre sa voix auprès des partis politiques et des gouvernements, ça reste un incontournable. Donc, les gouvernements, ils suivent la masse. Évidemment, il y a leur base électorale, mais plus large que ça, ils veulent être élus. Donc, si les gens demandent certains changements, mais ils n'auront pas le choix que d'en tenir compte et d'aller de l'avant. Là, présentement, comme Nathalie le disait, on est dans une période, on pourrait dire, de transition. Il va y avoir un plan de relance économique qui va être mis de l'avant par le gouvernement. Donc, où le gouvernement va choisir de mettre son argent. Est-ce qu'il va la mettre pour construire des nouvelles autoroutes ou il va la mettre pour développer le transport en commun, maintenir une belle qualité de route comme on a actuellement? Donc, différents choix politiques. Ça, c'est aux citoyens de faire entendre leur voix. Alors, en guise de conclusion, je tiens à dire que on a abordé plusieurs notions aujourd'hui vraiment clés pour comprendre c'est quoi un impact carbone, une empreinte carbone. On a vu l'approche cycle de vie. C'était super important de garder en tête toutes les étapes, sinon on peut faire des mauvais choix. Bilan GES du Cégep, c'est surtout lié au transport et à l'énergie. Le bilan GES du Québécois moyen, on est à 15 tonnes équivalent, qui est beaucoup plus que le chiffre officiel au niveau de la production qui est à 9,5 tonnes. Donc, c'est bien d'avoir ça en tête. C'est aussi bien d'avoir toujours en tête que il y a les différentes pistes de solutions, ils ne donnent pas toutes le même résultat. Il y en a qu'on fait de la réduction à la source, vraiment bon. On peut réorganiser ou on peut transférer sur d'autres façons d'arriver au même service, à la même fonction. Puis finalement, on peut améliorer le système pour arriver au même résultat. Alors, je vous encourage à mettre de l'avant ces différents gestes-là avec la théorie des petits pas. Donc, ça nous vient de l'éco-sociologue Laure Varidel qui nous disait, oui, on veut changer le monde, mais un geste à la fois. Puis là, Laure Varidel, elle nous dit, avec le lancement de son dernier livre, la transition, c'est pas dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est maintenant. Donc, tout le monde doit agir, autant au niveau individuel, institutionnel, comme le cégep, les gouvernements. Allons-y dans la même direction, c'est dans notre intérêt à tous de faire des changements qui s'imposent. Merci beaucoup. Alors maintenant, ça veut dire qu'on arrive à la période de questions. On en a reçu quand même plusieurs, Charles. Alors, je vais commencer tout de suite. Si jamais il y avait des questions qu'on n'était pas capable de répondre, on cherchera l'information puis on la publiera là, sur la page de l'événement que vous avez consulté pour venir vous brancher à notre webinaire parce que c'est là qu'on trouvera d'autres outils plus tard, mais dans le fond, si jamais il y avait des questions qu'on ne savait pas répondre, on va vous trouver l'information. Alors, première question. Quels autres indicateurs que les émissions de gaz à effet de serre sont susceptibles de montrer la complexité de l'empreinte environnementale et de renseigner sur les actions à prendre, outre la réduction des gaz à effet de serre? Mm-hmm. Bien, effectivement, donc souvent, les gaz à effet de serre, c'est l'indicateur qui est utilisé. Pourquoi? Bien, parce que c'est plus simple à calculer. Il y a beaucoup de données qui existent sur combien de gaz à effet de serre sont émis avec la production des différents biens. Les facteurs de caractérisation, autrement dit, le degré d'impact lié à chaque gaz à effet de serre, ça fait partie d'une espèce de consensus international. Donc, c'est facile que d'arriver avec un bilan gaz à effet de serre que tout le monde comprend. Mais c'est un indicateur qui est, quand même limité parce que ça ne correspond pas
ça n'englobe pas d'autres polluants, d'autres consommations de ressources qu'on pourrait aller envoyer dans l'environnement. La liste des indicateurs est très, très longue. Il y a tous les indicateurs aussi sur la biodiversité, comme on disait tantôt. Par exemple, si on acidifie l'environnement, ça peut être un indicateur. Ça peut être l'eutrophisation. Si on envoie des substances azotées ou du phosphore dans les eaux, les rivières, on va contribuer à l'eutrophisation des lacs, des rivières, des mers. Assurément, pas une bonne chose. On peut aussi mesurer la qualité de l'air ou le potentiel de formation de smog. On peut aussi mesurer le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone. Alors, lorsqu'on fait une analyse du cycle de vie environnemental d'un produit, d'un service, d'une institution comme le Cégep, on pourrait élargir nos indicateurs à plusieurs autres et pas juste considérer les GES. Bien sûr, la complexité est vraiment plus grande et ça nous aiderait à prendre des décisions encore plus réfléchies. Autrement dit, si j'ai le choix entre deux produits, il y en a un peut-être qui va avoir moins de GES, qui va émettre moins de GES que l'autre, mais peut-être que celui-là qui va émettre moins de GES va être pire au niveau de l'acidification. C'est possible. Donc là, si on prend en compte les deux indicateurs, on va prendre un meilleur choix. Mais là, ce n'est pas facile de gérer des multi-indicateurs parce qu'au bout de la ligne, il faut prendre une décision. Je l'achète, je ne l'achète pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour agglomérer plusieurs indicateurs en un seul pour finalement prendre une décision? Bien là, ça se complexifie, mais c'est possible de le faire. Donc, c'est ce que je pourrais donner là, comme réponse courte en 3 minutes et quart. Est-ce que tu sais pourquoi, dans le fond, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont devenues l'indicateur privilégié? Bien, c'est qu'il y a un consensus mondial comme quoi on doit absolument réduire nos émissions pour arriver à stabiliser la température du globe. Là, présentement, on est sur une tendance comme quoi on l'augmente, comme je disais tantôt, à 3,2 degrés Celsius pour 2100. Alors que ça va créer tellement de bouleversements au niveau mondial que l'intérêt ou l'urgence d'agir avec cet indicateur-là est indéniable. Alors que d'autres indicateurs, par exemple, comme sur l'appauvrissement de la couche d'ozone, bien, ça, c'est un problème qui est en train de se régler tranquillement parce qu'il y a de moins en moins de CFC ou de gaz très polluants qui sont produits parce qu'il y a eu le protocole de Montréal là-dessus sur les substances appauvrissant la couche d'ozone. Donc, si on met moins d'emphase dessus, même si on pourrait le contribuer. Même chose sur l'acidification. L'acidification du milieu, ben, est-ce que c'est un problème là où on se trouve ou pas? Par exemple, au Québec, ben, peut-être dans certains endroits, oui. Peut-être si on est en Grèce, ben là, oui. Mais là, si on est en Californie, autrement dit, c'est un problème qui rassemble tout le monde et qui est hyper urgent. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase dessus. C'est évident que la biodiversité, c'est un problème tout aussi criant, peut-être même plus selon plusieurs scientifiques. Alors, que de réduire notre empreinte pour réduire notre impact sur la biodiversité, c'est assurément fondamental. Mesurer l'impact sur la biodiversité, c'est pas facile, donc on peut le faire avec l'acidification, l'eutrophisation, l'envoi de différents polluants dans l'environnement, mais c'est quand même pas facile à mesurer. Il y a différents facteurs à prendre en compte. Moi, je ne suis pas du tout un biologiste là, qui pourrait très bien répondre à cette question-là, mais ça reste difficile à utiliser. C'est pour ça qu'en bout de ligne, souvent, on se ramasse à juste mesurer les GES. C'est comme un compromis là, entre la pertinence et le travail demandé pour faire l'étude et savoir où est-ce qu'on se situe. Là. Parfait, merci. Ensuite, prochaine question. Pour les organisations, comment savoir si c'est plus éco-responsable de réduire la consommation de papier, sachant que les composantes informatiques ont également une bonne empreinte environnementale? Dans le fond, j'imagine que c'est en faisant un peu le genre d'études, de bilan que tu as fait pour nous, là, qu'on arrive à déterminer c'est quoi le meilleur choix. Oui, effectivement. Donc, pour une organisation, là, je ne sais pas, moi, si la question est posée par une directrice d'un organisme communautaire qui veut réduire son impact, bon, assurément, réduire le papier, bien, ça va être une bonne chose. Mais comme on l'a vu dans le cas du Cégep, si on prend juste le cas du Cégep, parce que j'ai pas eu la chance encore de faire des empreintes carbone de plusieurs types d'organisations, ben, on verrait sûrement que le matériel informatique a plus d'impact que le papier. Alors,
Alors, c'est ça. Donc, autrement dit, le mieux pour prendre des décisions, c'est d'avoir l'information, c'est d'avoir des articles scientifiques, c'est d'avoir des rapports qui sont solides pour prendre les meilleures décisions. Donc, actuellement, il n'existe pas comme de site Internet là, où on clique là-dessus, on écrit notre question, puis ça nous dit exactement quoi faire. Tu sais, ça n'existe pas encore ça. Il existe une panoplie de sites qui nous donnent des impacts par type de produit, un petit peu service, un petit peu bâtiment, mais il n'y a pas de site guichet unique qui va répondre exactement à la question que tout le monde se pose. Tu sais. Ça serait bien qu'on en arrive là. D'ailleurs, l'École polytechnique avait l'idée d'un projet, là, je ne sais pas si ça va de l'avant, mais qui est de créer une espèce d'aide à la décision pour le consommateur où toutes les choses que tu pourrais consommer, tu vas le scanner, puis ça va te donner son impact à lui, puis ça nous permet de savoir les différents impacts, puis de prendre des meilleures décisions. Donc, autrement, une espèce de code barre environnemental. Là. Donc, ça a été déjà un peu testé en Europe. Je ne sais pas si ça prend de l'envol ou pas, mais je pense qu'on se dirige incontestablement dans cette direction-là, à donner de l'information au consommateur pour réduire vraiment son impact. C'est bien ce que j'ai fait aujourd'hui, mais concrètement, dans votre vie de tous les jours, vous allez vous poser un paquet de questions, puis on n'a pas toujours les réponses, mais moi, je n'ai pas toutes les réponses. Là. Des fois, je ne le sais pas, puis je vais avec mon intuition. OK, bien, merci. Ensuite, prochaine, comment expliquer que dans un bilan basé sur la consommation, on a moins d'impact au Québec que dans des provinces plus pauvres comme les Maritimes? Est-ce que ça s'explique seulement par l'énergie propre ou on a des habitudes de consommation très différentes? Bien, à ma connaissance, on n'a pas des habitudes de consommation différentes. Un citoyen québécois, ontarien, néo-écossais va consommer à peu près de la même façon. Du moins, j'ai jamais rien lu qui nous faisait croire qu'on était meilleur que d'autres à cet effet-là. Je sais qu'en Nouvelle-Écosse, ils sont très bons au niveau de toutes les matières résiduelles, donc sûrement que leur impact matière résiduelle est plus faible, donc ils font beaucoup de compostage et tout. Là où ça joue beaucoup, c'est au niveau de la consommation électrique. Donc, la personne l'a dit, c'est exactement ça. Donc, comment on produit de l'électricité dans les différentes provinces, c'est très différent. Je ne sais pas, je connais pas le cas de la Nouvelle-Écosse précisément. Il faudrait aller voir, ce serait sûrement facile à trouver. Vous allez là sur Internet, vous faites Grid Mix Nova Scotia, puis vous allez trouver donc comment il produit l'électricité. Grid Mix, ça veut juste dire bouquet de production bouquet énergétique pour la production électrique pour le réseau là-bas, puis vous allez voir comment c'est fait, puis sûrement qu'ils utilisent du gaz naturel, peut-être du mazout, peut-être du charbon. Il y a plusieurs provinces qui utilisent du charbon pour faire l'électricité. Chez qu'Alberta le fait, Saskatchewan peut-être. Donc là, à ce moment-là, on s'en sort pas. Puis chaque kilowattheure qu'on consomme en électricité a un très gros impact. Là. OK, parfait. Est-ce qu'étirer la durée de vie du matériel informatique et électronique est une condition qui est exigée aux fabricants? Est-ce qu'ils en ont l'obligeance? À ma connaissance, il n'y a pas d'obligation à cet effet-là. Donc là, au Québec, on a pour plusieurs produits une réglementation qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs. Donc ça veut dire que si je mets en marché des batteries, des huiles, la peinture, je pense que tout ce qui est ampoule aussi, il faudra les confirmer. Le manufacturier est obligé de gérer sa fin de vie à ces matières-là, à ces produits-là. Donc, au niveau des équipements informatiques, depuis à peu près 4-5 ans, c'est exactement ce qu'on a aussi. L'organisme s'appelle ARP. Donc, c'est une espèce d'association des différents fabricants et importateurs de produits informatiques et électroniques qui sont obligés, dans une certaine mesure, là, il y a des indicateurs de performance qui sont suivis par EC Québec, à reprendre ces matières-là, à les démanteler et à les revendre et le plus local possible. En théorie, ces matières-là ne peuvent pas sortir du Québec, ce qui était prévu. Donc, oui, il y a ça qui est demandé aux producteurs, mais à ma connaissance, il n'y a rien sur la durée de vie.
Donc, l'obsolescence programmée ou pas, absolument rien là-dessus. Je sais qu'en France, il se fait des choses là-dessus. Donc, une loi là, qui empêche ou qui oblige une compagnie à offrir sûrement plus de garanties ou le droit à la réparation. En tout cas, un paquet de mesures là, qui sont envisagées ou qui sont déjà faites. Mais nous, à ma connaissance, on n'a rien ici. OK. Fait que ma prochaine question pour toi, c'est que tantôt, on a parlé du transport au niveau des avions. Il y a une personne qui nous demandait, qu'en est-il des croisières? Est-ce que tu sais si ça a un gros impact, ça? Je sais que ça a un gros impact, mais je ne peux pas vous donner de chiffres, malheureusement. Donc, ça pourrait être une belle recherche à faire. Ce serait sûrement pas difficile, là, il y aurait moyen d'y arriver. Alors, autrement dit, pensez-y, là, soit que vous êtes sur une plage quelconque au Québec, nord-est des États-Unis ou dans le sud, vous êtes sur une plage puis vous profitez du beau temps. Là, au lieu d'être sur une plage puis d'être immobile, là, vous êtes sur un bateau. Donc, vous consommez du carburant, un mazout lourd, très polluant, juste pour vous déplacer puis être toujours en situation de vacances où vous vous reposez puis vous prenez du... Donc, c'est un peu comme si on faisait la fête dans notre véhicule. Donc, autrement dit, c'est sûr que c'est très polluant pour réaliser un loisir, réaliser des vacances qui est là juste pour nous reposer. Il s'agit juste d'avoir le chiffre là, pour le comparer avec d'autres dépenses, d'autres choix environnementaux. Parfait. Ensuite, pourquoi la voiture... non, c'est pas vrai. Excuse-moi, celle-là, j'avais déjà répondu. Comment calculer le bilan des gaz à effet de serre pour la nourriture ainsi que les produits d'hiver? Est-ce qu'il suffit de prendre les achats d'une année et d'aller chercher un facteur, pardon, un facteur de conversion en émissions de gaz à effet de serre sur une base de données qui inclut l'ensemble du cycle de vie? Est-ce que si on regarde, par exemple, avec EcoInvent, on va tout trouver ça? C'est une bonne question. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Premièrement, si vous voulez des réponses rapides, vous pouvez aller sur des calculateurs. Donc, je vous en donne un ici, vous le voyez, calculateur de votre empreinte alimentaire. Donc, c'est un groupe d'un organisme à but non lucratif issu de Polytechnique Montréal qui a inventé ça. Donc, vous allez en ligne, vous répondez à 5-6 questions. C'est essentiellement votre niveau de viande, quel type de viande, gaspillage, puis ça vous donne votre empreinte. Par exemple, ici, la mienne, vous la savez, 1705 kg ou 1,7 tonnes GES par année. Donc, ça, c'est déjà un bon point pour commencer. Si on veut l'empreinte environnementale de tout ce qu'on mange, ben là, à ce moment-là, il faut se référer à des bases de données plus spécialisées comme EcoInvent. Il y en existe peut-être d'autres. Le problème, c'est que les autres bases de données qui existent souvent sont plus européennes. Il existe une base de données aux États-Unis aussi, le USLCI, qui sont gratuites. Mais là, on perd un peu en pertinence. Si on n'a pas de meilleures données, ben c'est correct. On va utiliser la base de données européenne ou états-unienne, puis on a nos réponses. Donc, EcoInvent, son désavantage, c'est qu'il est payant, malheureusement. Donc, ça coûte quand même assez cher. Là. Si vous utilisez OpenLCA, qui est un logiciel gratuit, puis vous ajoutez EcoInvent dedans, ben c'est de l'ordre de... si je me souviens bien, c'est de l'ordre de 2000 $ par année. Donc, c'est pas facilement accessible. Alors, mais oui, il y aurait la réponse à la majorité de vos questions dans EcoInvent, mais c'est évident que des ficellos ou le pudding X, il n'est pas dans EcoInvent. Dans EcoInvent, il va y avoir les grandes catégories, mais il n'y aura pas chaque produit. Autrement dit, présentement, le consommateur, il fait des choix à l'épicerie, puis il ne sait pas l'impact environnemental des produits. Il n'y a aucune obligation pour le manufacturier de mettre l'impact environnemental sur son produit pour aider le consommateur à le guider. C'est de plus en plus le cas en Europe, ça s'en vient. Un jour, ça va être obligatoire, comme les valeurs nutritives sont là, c'est obligatoire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas à côté une autre colonne, impact environnemental? On pourrait avoir les GES, la consommation d'eau et tous les autres indicateurs dont on discutait tantôt. Alors, ça reste à faire. Il faut le demander aux différents dirigeants et le demander aux entreprises. Fournissez-nous les impacts. Les entreprises pourraient payer des consultants pour fournir ces réponses-là et guider le consommateur. Dans le fond, il y avait une autre personne qui voulait savoir pour les déplacements en avion, qu'est-ce que tu penses de la compensation carbone, par exemple, par Boréal? Est-ce que tu penses que c'est un bon choix de faire ça?
Ben, c'est une bonne question. Je sais que c'est sujet à débat. Donc, autrement dit, est-ce que le déplacement aérien que je fais aujourd'hui, ça l'équivaut à toutes les tonnes de CO2 qu'un arbre va accumuler dans sa vie pour bien que ça vienne à maturité, un arbre, c'est quelque chose comme, je sais pas, 15 ans. Donc, juste au niveau des timings, des moments d'émission, ce ne sera pas pareil. Donc, on émet aujourd'hui, mais on compense avec les différentes années. Bien que certains programmes de compensation comme Carbone Boréal incitent les gens à acheter 2 fois plus d'arbres s'ils veulent pour compenser la même quantité parce qu'ils se disent tu as plus de chances, tu es plus assuré de réduire tout de suite tes gaz à effet de serre. Donc, je dirais que moi, je pense que ça peut être une solution, surtout à court terme. On pourrait compenser une certaine partie de nos émissions. Mais à l'échelle planétaire, à l'échelle de chaque individu, chaque entreprise, ce n'est pas la solution que de tout compenser. Je sais, Nathalie, que tu avais fait le calcul pour le cégep, je ne me souviens plus qu'est-ce que ça donne, mais planter des arbres, ça prend une surface, une très grande superficie, puis si tout le monde se mettait à planter, ça prendrait tellement de grande surface que ça aurait un impact là, sur notre développement. Là. Donc, c'est pas une solution magique. Je pense qu'il y a certains déplacements qui sont juste pas possibles autrement. Là, ce serait une bonne idée de les compenser, mais évidemment, il faut réduire à la source ces déplacements. Alors, c'est la réponse que je pourrais vous donner. Là, je voulais juste dire, il est rendu 12h25. Je vais te poser peut-être encore 2 questions. Charles, il y a eu plus de questions que ce qu'on aura la possibilité de répondre dans le temps requis. Fait que c'est pour ça que j'avais dit tantôt j'avais dit si on n'a pas les réponses, mais dans le fond, je vais plutôt dire, puisque nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes vos questions durant le webinaire, bien, on va les prendre en note, puis on mettra des réponses à vos questions là, sur notre page web. Alors, prochaine question. Dans le fond, la prochaine, c'est quelle alternative au déplacement par avion proposeriez-vous? Ça dépend, on va où. Si on va à Paris, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités, bien que je sais que le transport par bateau se développe. Greta Thunberg est venue en voilier. Tu sais, c'est un peu exotique là, comme moyen de se déplacer mais, pour traverser l'Atlantique, mais ça reste possible. Il est fort possible que ça se développe dans les prochaines années en ce sens. Si on va en Floride, est-ce que c'est mieux d'y aller en avion? C'est mieux d'aller en voiture? Ça dépend combien on est dans la voiture. Si on est tout seul dans notre voiture, ça va être pire aller en voiture qu'aller en avion. Donc, c'est pas évident comme réponse. Pour les grandes distances, si on veut quand même réduire le temps de déplacement, le train est assurément une bonne chose. Le train en électrique, évidemment, est encore mieux que le train diesel. Alors, c'est ce que je pourrais vous dire, là, qui serait un bon moyen de rechange à l'avion. OK. Puis la dernière question que j'aurai le temps de te poser. Alors, vous avez questionné la nécessité de se déplacer en avion, en partie le voyage à l'étranger. Pourtant, c'est clairement une recherche de plaisir, de confort et non une nécessité. Quelle est l'importance de réduire ce type de comportement si on le compare aux autres qui ont une empreinte écologique? Dans le fond, c'est quoi ça part dans tout ce qu'on a là, dans notre vie, ce voyage annuel qui est effectué par les gens souvent? Là? Oui, mais c'est une super bonne question. J'y répondrais en disant que selon plusieurs études, même les objectifs officiels du gouvernement, là, pour 2050, il faudrait qu'on soit rendu à chaque personne à une empreinte carbone entre 0,5 et 2 tonnes. Alors, présentement, on est à 15 tonnes. Alors, faites le calcul, là, il faut qu'on réduise de beaucoup nos émissions. Alors, par exemple, si je m'arrête sur le 2 tonnes, si 2 tonnes, c'est suffisant, dans notre 2 tonnes, là, on le passe à faire quoi? Est-ce qu'on passe est-ce qu'on, dans le fond, on veut qu'il y ait une grosse marge, une grosse portion qui soit l'alimentation, un petit peu qui soit sur le transport, les biens de consommation, qu'est-ce que ça donnerait? Autrement dit, il y a un effort de réduction pour l'ensemble de notre consommation. Puis, si on veut atteindre nos cibles, on n'a pas le choix de rentrer dans ces ordres de grandeur-là qui sont très, très petits. Pour moi, le voyage en avion
à moins de nécessité X. Là, on est un dirigeant, puis c'est super important d'aller rencontrer notre autre dirigeant ailleurs. On ne devrait pas utiliser ce mode de transport-là, mais c'est la même chose pour aller les grandes distances en voiture aussi, ça n'aura pas plus sa place. Autrement dit, c'est à chaque personne de décider comment il veut allouer son, par exemple, 2 tonnes pour 2050. Est-ce qu'il veut mettre un petit peu plus de dépenses sur l'alimentation, un petit peu moins sur le transport, ou l'autre personne dit, oh, c'est super important le transport, donc je vais devenir absolument végétalien. Alors, c'est à chaque personne, donc c'est vraiment un choix de valeur que de décider où est-ce que je répartis. Il n'y a comme pas de réponse unique, mais il y a certains déplacements, certaines activités qui sont carrément des luxes qui vont devenir, à mon avis, inacceptables socialement dans quelques années. Les voyages d'une fin de semaine à Paris font partie de ceux-là. D'accord. C'est ce qui met fin à la période de questions de notre webinaire. Pour trouver des outils utiles et en lien avec cette conférence, vous pourrez simplement cliquer sur la page du webinaire qui est sur notre page web, là, la page web du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous y trouverez le lien pour accéder à différents outils en ligne, dont l'enregistrement vidéo de cette conférence. On va aller la placer prochainement. Il faut se laisser le temps de la terminer. Puis, vous allez aussi trouver la présentation PowerPoint de Charles. Nous avons aussi mis en ligne un aide-mémoire récapitulant les pistes de solutions exposées aujourd'hui. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence à cet événement et j'espère que vous y aurez découvert de nouvelles astuces pour réduire votre empreinte environnementale, mais surtout que vous allez tenter de les essayer. Je remercie également Charles Thibodeau d'avoir accepté de vulgariser ses grandes connaissances en la matière. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile désormais de savoir par quels gestes il est possible d'agir pour lutter contre les changements climatiques. Sur ce, je vous souhaite un très beau jour de la Terre. Au revoir.